Sur l'actu matin, nous avons encore quelques trois rendez-vous à honorer. D'abord, la revue de presse. C'est un rendez-vous traditionnel sur la matinale de Canal 3 Bénin avec Asiongo Kanye Asiongo du lundi au vendredi. Il nous fera le point en détail de l'actualité depuis hier à ce matin. Ce sera en fin d'émission. Nous aurons rendez-vous avec notre invité, Moïse Tchéansi, directeur de l'ensemble artistique et culturel des étudiants sera par ici pour nous parler des activités culturelles et artistiques à l'université d'Abomey-Calavi. On parlera surtout de cette fête-là assez singulière, la fête du Gari. C'est un concours initié par les étudiants et qui persiste depuis quelques années maintenant. Avant tout cela, voici le débat et les acteurs sont déjà là, tous installés déjà. Elodie Kekegaba, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Franck Kaounou, bonjour. Bonjour Tanguy. Celui qui va nous accompagner sur ce plateau, c'est Morgan Metodi Assogba, il est spécialiste des relations internationales. Monsieur Assogba, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. C'est un plaisir. Allez, depuis hier, on a un nouveau patron de la diplomatie béninoise. Mais avant cela, qu'est-ce que ça vous dit, avant de parler, je dois dire de nouvelles orientations de la diplomatie, qu'est-ce que ça vous dit le profil de l'homme qu'on n'a pas vu venir vraiment, Eric? Beaucoup de choses. Ça me dit beaucoup de choses. D'abord, une certaine jeunesse dans la diplomatie. Je pense que quand le chef de l'État parlait de vivre la jeunesse, on comprend de plus en plus mieux ce qu'il voulait dire véritablement, ce qu'il voulait passer comme message. Alors, nous avons en face de nous un jeune, mais je pense que ce n'est pas sa jeunesse qui devrait nous intéresser. Vous savez, quand on a réussi à être un membre important dans le dispositif d'un des chefs d'État les plus vieux, quand je dis les plus vieux, je ne parle pas de l'âge du président fort Yassine Bey, mais plutôt sa longévité au pouvoir. Et puis, M. Tchegbon a été conseiller spécial du président Faure pendant plusieurs années. Il a réussi véritablement à conduire ou à orienter les gouvernants, surtout en termes des opportunités économiques au plan international. Il a même été décoré et je pense que ça, c'est un acquis. Ça, c'est un acquis. Et puis, en termes de réseau, véritablement, nous avons en face de nous un profil qui a un agenda assez rempli de pas mal de contacts qui pourra véritablement mettre à l'actif du rôle qu'il va occuper aujourd'hui. Alors, quand vous en parlez comme ça, j'ai l'impression d'avoir en face de moi l'homme le plus parfait. J'ai pas dit ça. Ce n'est pas. Nous ne parlons pas ici de ses défauts, nous parlons de ses qualités. Oui. Nous parlons de ses qualités. Je vais ajouter que quand, dans son parcours, il s'est retrouvé encore à la tête d'une banque au Nigeria, il a rencontré certainement un certain Tinubu qui est aujourd'hui président de la République du Nigeria, qu'il connaît certainement, et puis avec ce que nous avions observé ces derniers jours, la participation du chef de l'État à l'investiture du président du Nigeria, est-ce qu'il n'a pas été pour quelque chose? Eric, qu'est-ce que ça vous dit son profil quand vous voyez l'homme? Non, moi je dirais plutôt que je vois un jeune talent avec des facettes, disons plutôt avec un talent multifacial. Je dirais multifacial, pourquoi? Déjà avec un master en mathématiques appliquées aux sciences sociales. Il s'est retrouvé du côté du Togo beaucoup plus dans le secteur de l'énergie où il a excellé parce qu'il a beaucoup impacté justement ce secteur. Il a aidé le gouvernement togolais lorsqu'il était avec le conseil du président Faure et Sozimna, et il l'a aidé à passer du taux d'électrification de 7% à 40%. Ça a été un grand impact dans la zone. L'autre aspect, il a également contribué aux négociations par rapport à la plateforme industrielle de PIA qui actuellement est installée à Détikopé et qui joue un peu le rôle comme ce que nous avons ici comme la GDIZ. Donc vous voyez un peu... c'est un monsieur qui donne un peu plus, qui renforce l'image du Béninois à l'extérieur. Mais au-delà de tout ça, il fut également, ce que beaucoup ne savent pas, il fut conseiller économique de l'ancien candidat ABT en 2016. Donc ce qui veut dire, qu'il était très proche de ABT, mais
Eric aussi l'a souligné tout à l'heure. C'est un monsieur qui a également beaucoup d'affinités avec l'actuel président du Nigeria. Donc je pense que ce profil est un profil qui va beaucoup plus renforcer l'offensive diplomatique avec le Nigeria. On verra tout à l'heure. Franck? Oui, moi je pense que du sang neuf au niveau de la diplomatie, on n'en a pas eu ces dernières années. Hein. Vous voyez les chefs de la diplomatie chez nous ici depuis quelques années, c'est des gens d'un certain âge. Moi, je pense que c'est une prime à la jeunesse, où on a fait confiance à la jeunesse pour diriger un portefeuille aussi sensible. Je crois que c'est très important. Le profil, je crois que il est beaucoup plus économique, il est dans le monde économique. Et je pense que si le chef de l'État en vient à le choisir pour occuper ce poste-là, il a certainement des envies, il a certainement orienter sa politique. Il veut orienter sa politique diplomatique vers des enjeux plus économiques. Est-ce que ce n'est pas peut-être le ministre de l'économie et des finances BIS, orienté peut-être réalité au-delà des frontières? Quand on voit un peu son profil, on n'a pas l'impression que c'est vraiment un grand diplomate outre mesure, Eric. Oui, justement, on n'a pas cette impression. Encore que pour lui, ça reste une nouvelle expérience, parce qu'il ne s'est jamais retrouvé à ce poste de ministre des Affaires étrangères. Mais qu'est-ce qu'il fait d'un ministre des Affaires étrangères ou d'un diplomate? C'est réussir à trouver des opportunités, réussir véritablement à faire entrer par des coopérations, n'est-ce pas, des intérêts pour le pays. Et ça passe par l'agenda, ça passe par des réseaux, ça passe par des connaissances. Et là, il répond véritablement à ce profil-là. Alors, M. Assogba, on connaît le cercle des diplomates, des chargés de mission, très fermés et très jaloux de leurs prérogatives, fermés parfois même à des étrangers. J'imagine un peu l'ambiance qui règne au sein donc de la diplomatie béninoise depuis hier, depuis l'annonce de ce profil-là. Qu'est-ce que cela vous inspire d'avoir quelqu'un comme ça au niveau donc du ministère des Affaires étrangères? L'option d'une diplomatie économique est très claire aujourd'hui lorsqu'on regarde la politique étrangère du Bénin, une politique dont le temps a été donné déjà depuis quelque temps, où la mobilisation des finances, des investisseurs et tout ce qui peut permettre au pays d'amorcer un niveau de développement assez intéressant qui entre même dans le cadre du projet industriel majeur qui existe au Bénin et qui mobilise la plupart des acteurs internationaux, est affiché de façon assez ouverte. La diplomatie béninoise se tourne vers une diplomatie purement économique. Oui, mais lorsque vous regardez le caractère de ce qu'on appelle la diplomatie et du ministère des Affaires étrangères, où il n'y a pas que la fonction de mobilisation des fonds, mais qui a la fonction de représentation, la fonction d'information, la fonction de promotion des valeurs culturelles et de défense des intérêts des Béninois. On a l'impression que tous les autres éléments sont laissés de côté pour la priorité à l'économie. Et on sait bien le gros penchant, le très grand penchant du président de la République pour tout ce qui est économique, tout ce qui est sonnant et trébuchant. Je vais revenir à vous, Eric. Je vais donner la parole à Eric d'abord. Vous savez, je dirais plutôt que le président Patrice Talon est le seul qui sera comptable de son mandat. Ce qui veut dire qu'il choisit ce qu'il veut en fonction de son résultat, le résultat qu'il attend. Donc, en réalité, quand il choisit ce profil, moi je suis persuadé que c'est parce qu'il a défini une ligne. Et n'oubliez pas que cette nomination intervient seulement au lendemain de la rencontre avec les ambassadeurs du Bénin à l'étranger. Ce qui veut dire qu'il y a une carte qui a été projetée. Et je suis persuadé que c'est en fonction de la projection de cette carte-là que le président a choisi ce profil. Monsieur Assogba, c'est qu'on a laissé tomber tous les autres volets pour prioriser l'aspect économique, Eric. Je comprends un peu cette position de M. Assogba. Mais comme l'a dit Ulrich, il y a eu une rencontre avec les diplomates. C'est tellement qu'on a fait le point, on a fait le diagnostic. Cet aspect, c'est tellement que nous avions expérimenté pendant plusieurs années la représentation, la promotion culturelle, la défense de nos intérêts et un peu moins la diplomatie économique. C'est tellement que les diplomates eux-mêmes se sont rendus compte que
à cette étape, il nous faut peut-être aller un peu plus vers la diplomatie économique. Faisons cette expérience. Vous l'avez relevé aujourd'hui. L'option, elle est claire. Nous avons la GDIZ, il faut des investisseurs, il faut aller les chercher, il faut aller les motiver. N'est-ce pas? Une fois installé, on verra véritablement ce que cela pourrait nous apporter. Et donc, on a certainement fait un diagnostic et puis on a tiré cette conclusion. Maintenant, ça reste une expérience qu'il faut vivre. Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher un certain équilibre qu'on n'a pas retrouvé jusque-là? On est parti d'abord en arrachant, je dois dire, la coopération au ministère des Affaires étrangères, qu'on a confié au ministère de l'économie et des finances. Puis après, on fait un petit recul pour voir si ça marche toujours pas. On a viré celui qu'on a laissé avant de retrouver maintenant celui que vous présentez comme l'oiseau rare et qui devrait réorienter la diplomatie béninoise maintenant. Est-ce que véritablement on n'est pas dans une sorte de recherche d'équilibre là, Franck? C'est exact, surtout que vous voyez un peu dans la sous-région avec le grand voisin de l'Est, on a un nouveau régime qui est arrivé et Eric a suffisamment dit que c'était quelqu'un qui a des entrées au Nigeria. Et on ne peut pas parler de la diplomatie aujourd'hui sans prendre en compte un peu les données au niveau du Nigeria et des autres pays de la sous-région. Moi, je pense que véritablement, avant ça, vous l'avez dit, le ministère des Affaires étrangères a été amputé du volet de la coopération. Il y a eu certainement un problème en interne où le chef de l'État a voulu régler parce que lorsque vous n'avez pas une diplomatie offensive, lorsque vous ne portez pas en tout cas les objectifs, les projets, les ambitions de votre pays vers les investisseurs comme cela se doit, eh bien, ils ne vont pas venir investir dans votre pays. Or, vous savez... oui, mais comment est-ce on attire plus d'investisseurs en réduisant la carte diplomatique, en fermant des ambassades, oui, justement, en réduisant le personnel? Je crois qu'on a anticipé... Comment est-ce qu'on attire autant d'investisseurs quand à la fois on a fait ça? Je crois qu'on a anticipé parce qu'avant cette nomination, il y a eu le 30 mai, la rencontre entre le chef de l'État et les ambassadeurs. Et au cours de cette rencontre, selon le communiqué, les explications données par le porte-parole du gouvernement, il ne sera plus question de faire comme avant. Donc il faut revoir la carte diplomatique. Moi, je pense que ce revoir-là, on veut mettre quand même quelques éléments pour être plus offensif sur le plan économique. Vous avez cette impression-là, M. Assoba, qu'on sera plus offensif là? Oui, je pense que lorsqu'on observe l'option qui a été faite après les discussions par rapport à la carte diplomatique, il y a bel et bien la décision de revoir cette réduction. Mais on n'a pas la nouvelle configuration. Oui, la nouvelle configuration ne peut pas venir tout de suite, c'est tout un processus. Mais l'intention de revoir le nombre d'ambassadeurs à l'augmentation est là et je pense que c'est louable parce que il y a des fonctions traditionnelles de la diplomatie qui doivent accompagner la dynamique nouvelle. Et l'une des conditions sine qua non pour la réussite de cette nouvelle nomination, c'est bel et bien que le nouveau maître du ministère des Affaires étrangères puisse s'entourer suffisamment de diplomates, d'acteurs avérés. Et j'espère que cette rencontre qui a été initié la semaine écoulée avant cette nomination a permis de créer le cadre d'harmonisation et de collaboration nécessaire pour permettre le succès de ce nouvel homme, de cette nouvelle énergie, parce qu'il y a des fonctions traditionnelles de la diplomatie qui sont totalement nécessaires à l'attraction qu'il faut. Vous parlez de quoi là Vous savez, lorsqu'on signe un accord de partenariat, il y a tout un ensemble de préludes. Il y a des négociations qui se font. Et il y a ce qu'on appelle les techniques de négociation, que ce soit des techniques naturelles ou des techniques même qui sont propres. Oui, mais quand on a affaire à quelqu'un qui est du monde des banques, c'est certainement un bon négociateur, surtout quand on veut avoir du sonnet du trébuchant. La négociation n'est pas que financière, elle n'est pas que économique. Certes, l'objectif, c'est d'amener le partenaire à sortir son argent. C'est la finalité. Oui, vous savez, il y a un ensemble de mécanismes. Lorsque vous omettez un aspect qui semble très bénin, vous risquez de ne pas avoir un processus durable. Et nous sommes dans une perspective de durabilité. Je pense que lorsque vous regardez le programme d'action gouvernementale de notre président, il ne s'agit pas de faire des réalisations ou des projets qui ne vont durer que le temps de son mandat ou être éphémères dans le temps. Et dans cette perspective, il faut que la diplomatie
trouve le socle nécessaire pour construire des relations durables avec les partenaires ciblés, parce que une chose est d'amener des investisseurs et de voir ces investisseurs s'engager dans des projets, mais une autre chose est de rendre durable et permanent cet investissement, parce que l'investisseur, lorsque les conditions, certain nombre de conditions ne sont pas réunies, qui ne sont pas que financières et économiques, j'insiste sur cet aspect, c'est pour cela qu'on parle de la diplomatie et de son caractère représentatif et de défense des intérêts. Lorsque les accords ne sont pas négociés dans une perspective durable, et un économiste uniquement ne peut pas le faire. Je ne connais pas. Mais je crois qu'il doit avoir des conseillers par ici, un directeur technique par là-bas, un secrétaire général du ministère dans un coin. Ça devrait l'accompagner et l'aider dans sa fonction, non? Naturellement. Si la fonction se résumait à des projets spécifiques, oui. Mais il s'agit ici des projets d'envergure nationale. Il s'agit aussi d'impliquer les acteurs, ceux qui sont au premier rang de la diplomatie dans le processus, parce qu'il y a une certaine perspective qu'il ne faut pas ignorer. Pour que ce monsieur qui est à la tête d'un département ministériel de cette envergure puisse réussir, il a besoin de tout l'appareil. Et la préoccupation ici, ce n'est pas de remettre en cause ses capacités qui sont très admirables lorsqu'on voit son parcours et on voit tout ce qu'il a eu accompli à son jeune âge. Mais il s'agit de faire en sorte que le dispositif nécessaire pour l'accompagner de façon... pour qu'il ait une réussite, soit mise en place. Parce que sans ce dispositif, peu importe vos capacités individuelles, il y a cette problématique durable qui se pose. Alors, est-ce que vous avez l'impression que... je pense que les inquiétudes de M. Assogba sont légitimes, mais Tchegoum peut faire appel à toutes les compétences qu'il veut. Il a été nommé et ce n'est pas... Tchegoum Bakari, il est désormais ministre. Bon, Tchegoum Bakari, si vous voulez. Il peut faire appel à toutes les compétences et ce n'est pas dans un département ministériel, ce n'est pas le ministre qui réfléchit, ce sont les cadres techniques qui réfléchissent. Et c'est lui qui donne l'orientation globale, il vient entériner en tenant compte de la politique globale diplomatique du pays. Moi, je pense que ça va se régler et aujourd'hui, il a des entrées. Le chef de l'État lui a donné la main en le nommant. Donc, il peut faire appel à toutes les compétences et réussir sa mission. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'elle est beaucoup plus tournée vers l'Afrique de l'Ouest, notamment les trois pays, le Bénin, le Togo, le Nigeria? Là, je crois que le journal a fait cette remarque que Patrice Talon est de plus en plus hanté par la question nigériane. Oui. Vous savez, c'est légitime, on ne peut pas vivre, le Bénin ne peut pas vivre sans le Bénin, sans le Nigeria, sans le Togo, sans le Bénin, ça c'est clair, hein, le Bénin ne peut pas vivre sans le Bénin. Sans les autres pays, sans les pays limitrophes, parce que c'est important. Déjà, le fait de parler du Nigeria, pendant longtemps, nous sommes restés à côté du géant de l'Est, sans vraiment bénéficier du géant de l'Est. Nous, le Bénin a besoin du Nigeria tout autant que le Nigeria a besoin du Bénin. C'est ce que nous n'avons souvent pas tendance à comprendre, parce que autant les Nigériens produisent de l'autre côté, ils veulent exporter chez nous, ils veulent aussi importer des choses de chez nous, donc c'est vice-versa. Autant le Bénin a besoin du Nigeria, autant le Nigeria a besoin du Bénin, et la bonne coopération entre ces deux pays devrait apporter une plus-value à la coopération. Pareil pour le Togo. Vous voyez aujourd'hui, compte tenu de l'expérience que Adjadi et Bakari a eu à implanter au niveau du Togo, on a quand même vu un Béninois qui donne assez de sa personnalité, de son talent, de ses compétences, et ça a donné beaucoup plus une image florissante. L'autre chose qu'il faut reconnaître tout à l'heure, vous avez bien dit que comment se fait-il que dans le même temps où on réduit les ambassades à l'extérieur, les ambassades, on veut maintenant aller vers l'économie. Vous savez, c'est arrivé dans un contexte où le gouvernement est allé beaucoup plus dans la réduction des charges de l'État. Parce qu'on a parlé beaucoup plus de récession et il y a eu une sorte de sobriété dans toutes les charges de l'État. Donc, en réduisant, c'est vrai que ça a peut-être impacté sur le plan diplomatie, mais c'était aussi pour réduire les charges de l'État. Ici, maintenant, nous sommes face à un système économique où Tchegoum, quand on le voit, il ne faut pas faire le débat uniquement par rapport à celui qui est nommé, mais il faut regarder l'appareil autour de lui, les compétences autour de lui, les qualités autour de lui. Est-ce qu'on n'est pas... mais au-delà de tout, c'est le chef de l'État qui donne sa ligne et
le ministre suit cette ligne-là. Est-ce qu'on n'est voilà. pas comme hanté par la question du Nigeria? En termes de diplomatie, il n'y a pas qu'un seul pays. Hein. Le Bénin ne peut pas vivre que du Nigeria, Franck. Non, pas du tout. Alors moi, je pense que c'est parce que ces derniers temps, les projecteurs sont beaucoup plus braqués sur le Nigeria qu'on a tendance à croire que tout ce que nous faisons au Bénin maintenant, il faut calculer avec le Nigeria. Vous oubliez la guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que Tchèque Bakary a des contacts là-bas? Non, je ne parle pas. Vous savez, cette guerre a redéfini un peu, a redistribué les cartes dans le monde entier. Il faut en tenir compte pour savoir vers qui aller, ce qu'il faut proposer aux partenaires et comment le proposer. Aujourd'hui, on ne peut pas mener des réflexions sans tenir compte de cette réalité-là. Donc moi, je pense qu'au-delà du Nigeria, on doit aussi en tenir compte. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses dans ce sens. Et M. Atsoba ne me dira pas le contraire. L'histoire de la diplomatie renseigne à suffisance que ça évolue en fonction des enjeux, des contextes. Il y a une forme de variation. Ok, quand vous allez un peu partout, que ce soit la France, les États-Unis, ils n'ont pas commencé avec les mêmes effectifs de leurs ambassades dans le monde qu'aujourd'hui. Ça évolue, voyez-vous. Et donc, je pense que en 2016 à 2023, les choses ont forcément changé. Et aujourd'hui, on s'est peut-être rendu compte que, après avoir mené une politique plus interne, à relever certains défis, accès à l'eau potable, l'énergie et pas mal de choses, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a maintenant la possibilité de s'ouvrir un peu. Je pense que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. C'est la façon que nous analysons et on n'en fait pas un problème. On voit quelles sont les chances que nous avons en faisant ces orientations d'atteindre l'option que nous avons choisie. On est dans cette option et on s'est assuré d'un certain nombre de résultats. On va à la recherche des investisseurs, n'est-ce pas? Et vous avez relevé l'option un peu économique. Dans ce cadre, le ministre Chegou il va pas gérer à lui seul tout le ministère. Absolument. Il va s'entourer, il y a des cadres qui sont là, avec qui il doit véritablement travailler. Mais faisons aussi un lien. La coopération est toujours du côté de Ouaddaï. Peut-être parce que, et ça je dis peut-être, j'en sais rien, peut-être avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, la relation, n'est-ce pas, entre les deux hommes n'était peut-être pas de nature à apporter des résultats. Aujourd'hui, nous avons deux jeunes, ils peuvent profiter de leur jeunesse et mieux communiquer, mieux travailler ensemble, puisqu'ils restent jeunes en tant que ministre des Affaires étrangères, l'autre également jeune en tant que ministre de l'économie et de la coopération aujourd'hui. Je pense que les deux sont également dans le monde économique. Ils pourront véritablement travailler ensemble à apporter des résultats. Monsieur Atsoba? Oui, par rapport à cette affaire de coopération, il est important de s'appesantir sur la charge. C'est vrai qu'on dit qu'on a amputé la coopération, mais quel est le cahier de charge de la coopération? Quel est le contenu de la coopération au niveau du ministère des Finances? Moi, je n'ai pas ce contenu, mais je dis simplement que si on l'a amputé et que cela n'altère pas la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, qui est a priori la coopération, parce que quand on parle de ministère des Affaires étrangères, c'est d'abord la coopération. Parle de la coopération, de l'interaction avec d'autres États, d'autres appareils gouvernementaux. Si cela n'ampute pas l'essence même de cette interaction-là, le dispositif nécessaire, le cahier de charges qui permet à tout représentant d'un État de pouvoir entretenir des relations qui permettent d'aboutir à un processus de coopération, il n'y a pas de problème. Mais si d'aventure, on a amputé cet aspect avec le contenu même de la coopération, il y aura à certains moments ce qu'on pourrait qualifier de conflit d'intérêts. Et là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, jusqu'à ce qu'on puisse avoir une idée claire du contenu de cet aspect de coopération, on ne saurait se prononcer de façon objective. Mais ce que je pourrais dire, pour finir, c'est simplement que c'est une nouvelle expérience. Et tous autant qu'on est ici, ce ne sont que les jours à venir qui pourront définir clairement ce qui va se passer. Mais on peut faire des projections. Hein? Est-ce qu'on n'aura pas en face peut-être un ministre, j'ai fait la question aux autres déjà, un ministre des Affaires étrangères de la sous-région plutôt qu'un ministre des Affaires étrangères tout court? Ce serait une évidence si on se limitait
à tout ce qu'on a pu faire ressortir comme aspect, comme compétence. Mais si on ajoute à cela, parce que c'est le moteur au fait, si on ajoute à cela l'appareil diplomatique et l'expérience diplomatique du Bénin qui existe déjà, c'est-à-dire les hommes du métier qui sont là. Si on ajoute à cela le dynamisme de l'homme, parce qu'il faut rappeler que c'est un jeune très dynamique qui fonctionne à plein temps, s'il arrive à impulser cette dynamique à tout l'appareil, on aura une diplomatie qui pourra aller chercher la ressource là où il faut et construire les relations de coopération durable là où il faut. Et donc, ce n'est pas que la sous-région. Franck, on va fermer ce sujet-là. Oui, j'ai une petite crainte. Nous avons Wadayi, le ministre Wadayi, bien entendu, qui détient la coopération. Il y a le ministre Cheikh Bakary, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, tous économistes bon teint. Alors, j'ai peur qu'on puisse orienter davantage la diplomatie béninoise vers les questions économiques. Parce que la diplomatie, c'est également l'image de notre pays. Et qu'il faut renforcer, qu'il faut améliorer, qu'il faut refaire aux yeux du monde. Donc, moi, j'ai un peu de crainte. Il ne faudrait pas que... On va commencer à les mettre déjà. Est-ce que, justement, ça ne va pas être en disant qu'on a donné une nouvelle orientation à la diplomatie béninoise, que sera certainement essentiellement économique? Est-ce qu'on ne va pas oublier les autres aspects, compte tenu de la charge de ce portefeuille ministériel-là? En tout cas, les jours à venir, comme vous l'aviez dit, M. Assoukba, nous dirons davantage. Les gars, j'ai envie de vous remercier, mais je ne sais pas si vous êtes très sport. J'ai envie de vous arracher aussi un mot sur la liste des sélectionneurs. Pourquoi Éric se marre? Vous n'êtes pas très sport, je comprends alors. Franck, lui, les sports, vous avez lu la liste. Comme le disent les Ivoiriens, vous avez tapé poteau parce que là, je ne suis pas très sport, mais je pense que j'ai vu circuler la liste. Oui, je peux vous rappeler rapidement ceux qui ont été convoqués. Le Saturnin à Lagbé, qui a fait forte sensation en 2019 face au Maroc, en quart. Et qui a aussi encaissé récemment. En huitième de finale. Qui a aussi encaissé récemment. Oui, un gardien est fait pour encaisser aussi. Il n'y en a pas un seul sur la planète, toute sa carrière, qui n'est pas encaissé. Il y a certains Serge Bossa que je ne connais pas, Khaled Adeno, Agouno, Brandon, Oté. En tout cas, vous avez la liste de 25 convoqués par le sélectionneur dans les pages de Fraternité à la page 6. Mais Fraternité qui passe de la moyenne d'âge qui passe désormais de 26 à 24 ans. C'est déjà une avancée, non, Iloric? Bon, lui, il est sport, même si c'est avec des coups de poing et des coups de pied. Ouais, mais gentiment quand même. Est-ce qu'il y a des coups de poing qui sont gentils? Ah oui. Ben écoutez, j'ai aussi vu la sélection et j'avoue sincèrement que pour moi, jusque-là, ce n'est pas la sélection qui m'importe, c'est le résultat. Parce que pendant longtemps, nous avons vu des sélections. Des sélections prometteuses. Nous avons vu des sélections prometteuses, mais à la fin, le résultat n'est vraiment pas conclu. N'oubliez pas, il y a des vétérans. Il y a des vétérans sur la liste. Il nous faut la victoire. C'est ce que nous voulons. La sélection, oui, mais nous voulons la victoire. Parce que le peuple béninois a soif de victoire. Il y a des vétérans. Eric Arondé. Et on était non. Moi, je vous souhaite tout le destin d'Eric Arondé, en tout cas. Chef de file de l'opposition. Ah, c'est important au Bénin actuellement. Eric, alors nous avons des vétérans comme Khaled Adeno, comme un certain Stéphane Sesseignon. Vous savez, le plus important n'est pas de constituer une liste de joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tellement été déçus par les précédents matchs que ce que nous attendons, en vrai, véritablement, c'est ce que la liste va nous apporter. Nous attendons ce match. Maintenant que nous avons la possibilité d'aller chercher encore des victoires, nous espérons que la déception ne sera pas au rendez-vous. Non, la déception ne sera pas au rendez-vous. Et puis, un bon supporter, il a toujours attendu que ce soit toujours une victoire, même quand c'est Guepa contre Brésil, il faut supporter et espérer que Guepa remporte. Il faut peut-être une diplomatie footballistique. Voilà. Monsieur Assoukba, oui, ça vous dit quelque chose le sport, la liste des sélectionneurs? Le sport, oui, la liste des sélectionneurs. Bon, j'ai pas pris connaissance, je vous ai écouté et je partage l'avis de mes prédécesseurs sur le point que ce n'est pas la liste qui est forcément la plus importante, mais c'est la gestion. Et
je pense aussi qu'on attend aussi un peu trop de notre équipe, puisqu'il faut regarder les conditions dans lesquelles nos équipes évoluent, et il faut regarder les conditions dans lesquelles les équipes qui gagnent régulièrement évoluent. Quand on regarde, c'est aujourd'hui que le Bénin est en train d'emprunter quand même une dynamique, la multiplication des stades, des aires de jeu. Moi, j'ai fait une petite observation parce que j'ai eu l'opportunité de vivre un peu au Cameroun. Au Cameroun, quand vous allez dans les quartiers, les jeunes, ils jouent sur des espaces assez géants. Mais au Bénin, j'avais constaté qu'on joue des petits camps. C'est inconcevable qu'on puisse compétir sur le terrain. Mais le petit cas a quand même un gros intérêt. Oui. C'est la gestion du jeu dans un espace assez Restreint, clos, mais et ce qui technique. permet, ce qui permet de développer la technicité du joueur et surtout de composer dans un espace assez réduit, oui, et d'avoir une lecture du jeu rapide. Et je vais vous dire, ce qui m'a amené à faire cette observation, c'est surtout parce que lorsque vous regardez le match de notre équipe nationale, après quelque temps, ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à maintenir le même rythme. C'est pas parce que c'est petit cas, hein, Oui, il y a des petits cas, beaucoup de pression. La capacité de faire un aller-retour sur l'espace régulièrement pendant 90 minutes ne peut s'acquérir dans un espace restreint parce que cela ne vous permet pas d'éprouver cette capacité. Ah, les gars, l'appétit a commencé par venir. Parce que c'est pour encadrer l'appétit de M. Assoba. Non, mais le public béninois est même très tolérant vis-à-vis de son équipe. Quand moi je vois les échecs que nous avons connus avec des équipes qui ça arrive tout le temps. L'Italie qui remporte une Coupe du Monde et qui ne participe pas à l'édition suivante. N'allons pas ailleurs, restons chez nous. Nous parlons de notre équipe nationale. Vous savez, il y a un problème. Nous parlons de notre équipe nationale. Ils sont très exigeants par rapport. Allez, merci beaucoup. On va continuer la discussion tout à l'heure, mesdames et messieurs. Vous avez l'habitude. Il y a encore un deuxième. Voilà, d'abord les militaires, puis après la rue de presse.